Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Je vais vous dire un mot rapidement sur la primaire du point de vue des Français à l'étranger, puis après je laisserai la parole à Florian pour ce grand débat entre les jeunes de la droite et du centre. Donc pour la primaire, les Français de l'étranger voteront exclusivement par Internet. Pour ceux qui ne le savent pas encore, toutes les informations sont sur ce tract. Le seul problème de notre point de vue, c'est que nous avons une période de préinscription obligatoire pour pouvoir voter. Et cette période se termine le 16 octobre, donc dimanche prochain. Si vous ne vous êtes pas encore préinscrit, faites-le dès que possible pour avoir le droit de vous exprimer sur ce scrutin fondamental. Et surtout, parlez-en autour de vous. Il y a beaucoup de tracts ici, donc n'hésitez pas à en prendre pour aller porter la bonne parole autour de vous. C'est fondamental que les Français de l'étranger participent pleinement à ce scrutin pour montrer que ce n'est pas parce qu'on a quitté la France que l'on l'a abandonné, qu'on l'a complètement oublié. Pour le moment, à l'échelle du monde, il y a à peu près 30 000 personnes qui se sont inscrites pour pouvoir voter. 40. On est à 40, très bien, ça monte graduellement. Il faudrait qu'il y en ait le plus possible, évidemment, qui viennent de Grande-Bretagne pour montrer que les Français de Grande-Bretagne sont particulièrement mobilisés pour ce scrutin fondamental. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous les jeunes pousses de la politique, ceux que vous verrez à la télé d'ici 10-15 ans, en train de nous faire des promesses qu'ils tiendront bien évidemment, parce qu'ils feront beaucoup mieux que leurs aînés. Je voudrais remercier Florian et Noémie d'avoir organisé ce débat, et juste passer un message très simple. Comme nous l'a dit Laurent Wauquiez, le président des Républicains récemment, le but, ce n'est pas de gagner la primaire, mais de gagner la présidentielle. Donc n'oublions pas de rester propre, de rester courtois. Nous avons chacun des convictions, nous partageons chacun les opinions d'un candidat ou d'une candidate en particulier. Et c'est très important de faire campagne de manière positive pour son candidat plutôt que de manière négative contre les autres candidats, parce que quoi qu'il arrive, le 28 décembre au matin, nous serons tous unis, comme un seul homme, comme une seule femme, derrière le ou la candidate qui aura gagné la primaire pour gagner la présidentielle et assurer l'alternance. Voilà. Merci, profitez bien du débat. Je te laisse la parole. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. On pensait que c'était vraiment important de faire quelque chose de la part des jeunes pour les jeunes, mais ouvert à tous les âges. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes sont de moins en moins intéressés par la politique. Ils considèrent que c'est un monde de tous pourris et qui ne feront rien pour leur avenir. Et donc on avait à cœur de vous montrer qu'il y avait des jeunes qui étaient intéressés, qui soutenaient des idéaux politiques, des lignes politiques qui méritent encore d'être défendues, et que c'était important donc qu'on se réunisse tous ensemble pour en discuter, en débattre bien sûr de manière cordiale, en évitant les petites piques de droite à gauche. Puis on verra comment ça se déroule. Donc tout d'abord on aura Paul qui ouvrira le bal pour nous les jeunes, donc pour Nicolas Sarkozy. On aura ensuite Alice pour les jeunes avec Fillon. On aura ensuite Noémie donc pour Juppé, et on finira par Lucas pour Bruno Le Maire. Donc le format, ça va être, il va avoir une dizaine de minutes, entre 10 et 12 minutes pour vous présenter le programme du candidat et l'homme, pourquoi ils le soutiennent personnellement. Ensuite, ils pourront se poser des questions entre eux, et vous pourrez aussi leur poser des questions. On fera un mix entre des questions qui se poseront entre eux et des questions que vous voudrez poser à tel ou tel candidat. On essaiera qu'il y ait des questions qui ne soient pas que pour un candidat, mais que tout le monde ait un nombre de questions à peu près équivalentes pour tout simplement être partial et que tout le monde ait le même temps de parole. Donc merci beaucoup, et on peut ouvrir le bal avec Paul. C'est déjà génial d'être super bien accueilli comme ça. Bonsoir à tous, merci d'être venus, et merci aux représentants des différents candidats d'avoir joué le jeu ce soir, et merci à Florian pour l'organisation. Avant de vous dire pourquoi je soutiens Nicolas Sarkozy, bonsoir, et un peu vous expliquer les grandes lignes de son programme, je vais vous parler de moi, c'est mon moment de gloire. Je m'appelle Paul, je suis originaire de Reims, en région rémoise, donc du coup, et en fait j'ai fait toutes mes études sur Lyon, et j'ai eu une envie d'international. Donc je suis longtemps parti aux États-Unis, maintenant je suis arrivé sur Londres, et je me revendique comme l'éternel et surtout le fidèle ambassadeur de mon pays, ce beau pays qu'est la France. C'est en arrivant sur Londres que j'ai fait la rencontre de la délégation locale des Républicains,
Et c'est quelques mois plus tard seulement, grâce à une rencontre sur Paris, que j'ai pu rejoindre avec honneur le mouvement de Nous les Jeunes. Les Républicains, c'est un nom que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce que déjà, ça correspond parfaitement à mes valeurs. Et deuxièmement, parce qu'à sa base, il y a un leader moral. Il y a un homme courageux, il y a un homme dynamique, il y a un homme qui a un esprit de réforme. En plus de toutes ces qualités qui sont très importantes à mes yeux, Nicolas Sarkozy a une crédibilité internationale que je juge aujourd'hui essentielle pour diriger notre pays. Alors je vais commencer déjà par vous lire un premier passage de Tout pour la France, édition Plomb, 18 € sur Amazon. Ce livre est le point de départ. Face à tant de défiance à l'égard de la parole publique, je veux convaincre les Français que le débat de la campagne doit s'intégrer à part entière au mandat présidentiel. C'est seulement en disant tout avant que nous aurons la légitimité pour tout faire après. Rien ne sera possible sans cette exigence de clarté. C'est limpide. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de secret. Nicolas Sarkozy, c'est le successeur logique pour entamer l'alternance du pays. Alors, maintenant vous connaissez mes convictions républicaines, maintenant vous savez que je supporte Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire pourquoi Nicolas Sarkozy peut nous fédérer. Et pour commencer, je vais mettre un point d'honneur à notre génération. Donc nous sommes une génération qui aujourd'hui a quitté l'école en voyant des pères de famille sauter d'un building le 11 septembre. Nous sommes une génération de jeunes adolescents qui a vécu à la télé l'émeute dans les banlieues, on voyait des jeunes crier la haine de la France. Nous sommes une génération de jeunes adultes qui aujourd'hui prend les métros parisiens avec la boule au ventre parce que nous sommes accoutumés à la terreur suite à la vague d'attentats qui a été faite en France. Excusez-moi. Nous sommes une génération déclassée, sans doute la première qui pourra vivre moins bien que ses parents. Nous sommes une génération en manque de repères culturels et d'identité pour qui le CDI aujourd'hui est une science-fiction. Mais je vais vous le dire aujourd'hui, nous ne serons pas cette génération sacrifiée parce que notre génération elle est pleine d'espoir. Pourquoi elle est pleine d'espoir? C'est parce que notre génération elle a grandi avec les réseaux sociaux, avec la bulle internet, cet espace public où on peut donner notre avis, où on peut avoir de l'information qualitative et celle qu'on veut. Aujourd'hui on est une génération multiculturelle, une génération Erasmus qui s'est octroyé le droit de naviguer librement dans l'Union européenne. Je vais vous lire un deuxième passage de Tout pour la France, édition Plomb, 18 € sur Amazon, sur l'Europe. Je ne peux pas, après avoir évoqué la part que pourrait prendre l'Europe dans la compétitivité retrouvée de nos entreprises, éviter de prendre clairement position sur l'avenir de l'Union. Il y a bien deux lignes rouges que je n'accepterai jamais qu'elles puissent être franchies. Je passe. Sortir de l'Europe et de l'euro serait une folie. Ne rien changer en serait une autre. L'heure est venue de réinventer l'Europe, donc de la refonder. L'Europe doit entrer dans un nouvel âge. Le premier vice de construction et le principal à mes yeux est qu'elle fut conçue comme l'Europe des experts, pas comme celle des peuples. Je me reconnais énormément dans ces paroles et nous nous reconnaissons dans ces paroles parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'incertitude face au Brexit et aujourd'hui il faut absolument y remédier et être fier d'être français. Alors, moi ce que j'entends aussi là-dedans, c'est qu'il y a un caractère. Et ce qu'on ne peut pas reprocher à Nicolas Sarkozy, vous serez sans doute tous d'accord avec moi, c'est ce caractère. Et ce caractère, je pense à mon sens que c'est une vertu dans ces temps difficiles. Alors oui, je reconnais forcément que Bruno Le Maire fera un excellent réformateur de l'appareil d'État avec son contrat présidentiel de 1000 pages. J'espère que tu l'as lu. Bien sûr. Et bien sûr, Alain Juppé et François Fillon rassuraient les entreprises, mais est-ce que c'est ça aujourd'hui que nous attendons de la politique? Alors nous, les jeunes, vous remarquerez le placement de produits, nous attendons un président d'expérience, un président plein de détermination, un président qui sera capable de dresser un constat réaliste de notre situation et qui aura une envie ferme d'y remédier. J'ai envie d'un président qui mouille la chemise, et vous l'avez tous vu dans ces meetings. J'ai besoin aussi d'un président qui n'a pas peur de heurter des minorités bruyantes ou des intellectuels trop frileux avec nos symboles nationaux. En quelques mots, je m'identifie énormément dans ce type de personnage parce qu'il y a une notion d'indépendance, une notion vraiment de volonté d'aller pour la France. Alors dans son livre, dans son programme, il y a à peu près 5 défis. Il y a même 5 défis. Le défi numéro 1, c'est celui de la vérité. Et là, on va dresser un constat que je trouve réaliste. On va montrer tous les dérives de notre système, tout ce qui aujourd'hui se passe en France. Mais il y a avant tout quelque chose de très important, c'est que nous sommes pleins de potentiel. C'est que la France est plein de potentiel à nos yeux. Le défi numéro 2, ce sera celui de l'identité.
On est un vieux pays, on a une culture, on a une langue. La France, c'est 65 millions de Français. C'est une goutte d'eau d'un point de vue démographique, mais c'est un torrent d'un point de vue culturel. Je vais vous relire un autre extrait. Donc toujours Tout pour la France, 18 € sur Amazon, édition Plomb. Excusez-moi. Affirmer notre identité n'a rien de décisif. Ce n'est pas se renfermer sur soi que de se souvenir de ses racines. Affirmer l'identité de la France, c'est aussi revendiquer une politique culturelle extrêmement ambitieuse. Non seulement la crise économique que nous connaissons ne doit pas nous conduire à renoncer à notre ambition en la matière, mais elle doit même renforcer l'ampleur et l'urgence de notre action culturelle. Nous le savons, Français je suis, Français vous êtes, Français nous sommes, et nous le savons, surtout nous, expatriés, ici sur Londres. Nous sommes toujours fiers d'être Français. Troisième défi, c'est celui de la compétitivité. Deux mesures phares du programme de Nicolas Sarkozy. Premièrement, c'est les heures supplémentaires défiscalisées. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux ménages français de récupérer du pouvoir d'achat, et ça permet aussi aux entreprises d'avoir une certaine flexibilité avec leurs salariés pour jongler sur leur carnet de commandes. Quelque chose d'important pour nous les jeunes qui voulons absolument rentrer sur le monde du travail. Quatrième défi, c'est celui de l'autorité de l'appareil de l'État. Aujourd'hui on le sait, cette autorité est presque bafouée depuis quelques années, c'est important de lui donner ses valeurs. Défi numéro 5, celui de la liberté. Donc 5 défis qui aujourd'hui vont dans un seul sens, le rayonnement de la France. Alors, nous sommes les enfants d'une crise d'identité. Nous sommes un vieux pays qui aujourd'hui doit contrôler son immigration pour en assurer une meilleure assimilation. Nous sommes les enfants d'une crise d'autorité. Nicolas Sarkozy, pour résoudre ça, propose de mettre en place un service militaire pour les jeunes décrocheurs, sans formation, sans diplôme et sans travail. Ça permettrait deux choses, déjà de rappeler une forme de discipline, et ça permettrait surtout de s'engager encore plus et plus rapidement sur le marché du travail. J'attends d'un homme d'État des mesures fortes pour nous rassembler, nous les jeunes, de toutes ces crises. Alors, nous avons été témoins de la dévalorisation du travail, nous avons été témoins de la culpabilisation du gain, nous avons plus que jamais besoin d'une nouvelle reconnaissance de nos pères. Et je vais vous lire le dernier chapitre de la soirée, pour la suite, il faudra l'acheter, donc toujours Tout pour la France sur Amazon, édition Plomb à 18 €. 2017 doit marquer la fin du déni français de la réalité. Le premier de ces dénis, le plus fameux, le plus constant, le plus lourd de conséquences, concerne le travail. Au lieu d'être considéré comme un lieu d'épanouissement de la personne, un moyen de conquérir sa liberté, un instrument privilégié de la promotion sociale et d'émancipation, il est devenu au fil de ces 35 dernières années le symbole de l'aliénation, de la marchandisation, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Bref, l'ambition de donner un travail à chacun fut remplacée par celle hautement contestable de libérer l'homme du travail. Une notion de travail qui est forte à mes yeux, qui est importante pour nous les jeunes, parce que c'est nous qui devons travailler pour les générations futures. C'est nous qui devons prendre le relais aujourd'hui. Pour conclure, ce soir, la volonté de Nicolas Sarkozy via Tout pour la France, c'est 3 choses. C'est la concorde intérieure, c'est la sécurité extérieure, et c'est la restauration de l'appareil de l'État. Merci de m'avoir écouté, et bon débat à tous. Merci beaucoup Paul, et donc maintenant on va enchaîner avec Alice pour François Fillon. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, je m'appelle Alice Cartier, je suis la représentante jeune pour François Fillon au Royaume-Uni. J'ai 19 ans et je suis étudiante en 2e année à UCL. Alors passons aux choses les plus sérieuses. Pourquoi voter François Fillon? Qu'est-ce qui le différencie, lui, de la corde de candidats qui s'est présentée à la primaire? Pourquoi est-ce que c'est un homme unique, qui est le seul qui soit capable de relever la France et de la sortir de la torpeur dans laquelle elle est? En bref, en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est un héros? Je peux vous le dire. Premièrement, parce que c'est son courage qui fait de lui un candidat idéal. Pour moi, c'est un véritable point d'équilibre. C'est quelqu'un qui est stable, mais qui est ferme. Il a une vraie vision. Il a une vraie méthode et il a un vrai programme. Et surtout, c'est quelqu'un qui a l'expérience du pouvoir. C'est quelqu'un de précis, c'est quelqu'un de radical et qui prépare son projet depuis 5 ans, en long, en large et en travers. Alors sa vision, quelle est-elle? C'est le seul candidat qui parle réellement de transformation. Son objectif au long terme, c'est que dans 10 ans, la France soit la première puissance européenne économique. Il veut un État qui soit fort, qui soit moderne, et qui soit
porté par des agents, excusez-moi, qui soient fiers et motivés. Et comment est-ce qu'il compte le faire? En cassant la baraque. C'est le seul qui se donne véritablement les moyens d'y parvenir. Je vais le répéter, son objectif, c'est la transformation économique et sociale de la France. C'est le seul à employer ce mot. L'emploi et l'éducation sont les deux piliers qui sont au sein de son programme. L'emploi pour la transformation économique, l'éducation pour la transformation sociale, et encore, les deux sphères s'entrechoquent souvent, et c'est un processus continuel. Car pour lui, la liberté ne peut que passer par le travail. Il a une vision du monde qui est extrêmement claire et une vision qui est lucide quant aux mesures qu'il faut prendre. Son programme et sa personne sont axés sur le courage, sur la vérité et sur la liberté qui est au cœur de son programme. Le courage avec des mesures fortes, radicales certes, mais nécessaires. Et la liberté qui est tant demandée par les Français. Ça fait 4 ans qu'ils quadrillent la France dans tous les coins pour entendre ce qu'ils ont à dire. Ça fait 4 ans qu'ils parlent aux Français pour construire un programme avec eux, pour construire un projet, avec l'aide évidemment de professionnels dans tous les domaines, que ce soit l'entreprise, que ce soit la finance, que ce soit l'agriculture. Pour reprendre ces termes, les Français veulent qu'on arrête de les emmerder. Ils veulent qu'on leur fasse confiance. Ils veulent qu'on leur donne une chance. Ils veulent qu'on leur donne la liberté de travailler et d'entreprendre. Qu'on les laisse souffler, mais surtout qu'on leur donne le pouvoir. François Fillon défend une approche basée sur la confiance et la responsabilité, sur la notion d'objectif plus que de normes. Il prône la décentralisation et la simplicité avant tout. En bref, il prône la liberté économique. Ces mesures phares en économie s'axent autour de la très forte baisse des charges des entreprises et de la libre négociation du temps de travail. Sa transformation économique passe aussi par la réduction méthodique mais radicale des dépenses publiques. Il vise 100 milliards d'économies sur 5 ans. C'est le candidat, pour moi, qui ose proposer des réformes que les autres se refusent parce qu'ils ont peur ou par démagogie. C'est un homme de tolérance zéro qui combat l'impunité. Par exemple, il souhaite mettre en place 16 000 places en plus dans les prisons, ou alors au niveau de l'éducation, il est à fond pour la restauration du respect de l'autorité dans les écoles, ainsi que pour le renforcement des enseignements méthodiques de disciplines de base, comme le français, les maths, parce que, rappelons-le, 20% des élèves sortent du CM2 ne sachant pas parler et écrire correctement le français. Au niveau de l'Europe, il a une vision d'une France qui est forte dans les négociations européennes, mais au sein d'une Europe qui est libre, qui est puissante et qui est recentrée autour de mesures stratégiques et concrètes telles que l'environnement, l'énergie, l'innovation, et j'en passe. Il a une méthode qui est unique. La précision et la clarté sont des conditions qui sont intrinsèques à la conduite et à la bonne conduite de ces réformes, des réformes puissantes qu'il souhaite mettre en place. Le projet de François Fillon est plus précis qu'aucun autre projet présidentiel ne l'a été. Ça fait 5 ans qu'il travaille dessus. Pour lui, il s'agit d'être rapide et surtout de ne pas trembler dans la mise en place de son programme. Donc pour ça, il vise un délai de 6 mois après les élections présidentielles pour pouvoir mettre en place les réformes les plus chocs, sans quoi, pour lui, ce sera l'endiguement. Et donc on peut compter sur une organisation sans précédent qui passe par une mise en place d'un gouvernement restreint à 15 ministres du commando pour simplifier les choses, ainsi que la rédaction déjà toute prête des réformes les plus chocs qui sont sous forme de décrets d'application ou de projets de loi et qui sont prêtes à être envoyées. Donc finalement, on en vient à l'heure. Pourquoi voter François Fillon? Qui est François Fillon? J'entends souvent dire que c'est quelqu'un qui manque de charisme. Pourtant, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est profondément amoureux de la France et au passage de voiture et de sport. Et moi, ça me parle. C'est un homme qui ose dire les choses telles qu'elles sont, qui ne mâche pas ses mots, qui ne cherche pas à se tortiller dans tous les sens pour essayer de plaire aux gens et pour essayer de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est un homme qui est vrai, c'est un homme qui est honnête et c'est un homme qui est droit. Il ne mêle pas sa vie publique et sa vie privée. Ça fait 40 ans ça fait 40 ans de vie politique, il n'a jamais eu une fois affaire à la justice. Et moi, j'attends d'un président qu'il soit exemplaire, irréprochable, sans quoi je considère qu'il n'a absolument aucune légitimité pour être à la tête du pays.
Ce que j'aime et ce que je respecte chez François Fillon sont sa cohérence et son honnêteté intellectuelle. Ça fait 10 ans qu'il dit que la France est en faillite. Ça fait 10 ans qu'il essaye de travailler sur un projet qu'il approfondit au fur et à mesure des années parce qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Parce que c'est pour lui, la vérité est la seule chose qui doit faire partie de ce qu'il dit. Il doit tout faire, tout dire avant pour tout faire après. C'est sa ligne de fond. Encore une fois, il a le courage de dire des choses qui fâchent. Il a su tirer les échecs et les conclusions de son quinquennat pour proposer un programme encore plus précis et encore plus radical. Cette évolution cohérente, c'est ce qui manque à la France depuis plus de 30 ans. Il a une combinaison gagnante de l'expérience, de l'intégrité et du courage. Alors si je devais résumer François Fillon en 3 mots, ce serait ceci: courage, vérité et liberté. Et cela va de même pour son programme. Merci. Merci beaucoup Alice. On va passer à Noémie. Avant, est-ce que vous avez pensé comment arrêter ce petit bruit? Je crois que ça vient de la sono. Tu sais ou pas? Non, je sais pas, il parle beaucoup. Derrière l'enceinte, il doit y avoir un bouton on-off. Pas la débrancher. Derrière l'enceinte, il doit y avoir un bouton. Non, il n'y a pas un bouton? Il n'y a pas un bouton on-off? Voilà. Pierre, je parlerai suffisamment fort. Ah ouais, je pense que c'est les rassurés. Bon, Noémie. Bonsoir à tous, et merci de vous être déplacés si nombreux ce soir. Et je suis très fière et très heureuse de vous présenter le programme d'Alain Juppé aujourd'hui. Mais avant de vous présenter son programme, je souhaiterais vous parler un petit peu de ce qui fait que Alain Juppé est quelqu'un de spécial pour moi, et de ce qu'il représente pour moi personnellement. Je viens d'une famille de gaullistes. On a toujours beaucoup parlé de politique à table, et parmi mes tout premiers souvenirs, je me rappelle encore de mon grand-père qui parlait d'Alain Juppé, qui à l'époque était Premier ministre, et en véritable homme d'État, était en train de mettre en œuvre une réforme difficile avec beaucoup de courage. Alain Juppé est en effet le tout premier homme politique dont j'ai jamais eu conscience. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu énormément d'admiration et de respect pour ce personnage, même si je ne comprenais pas forcément bien ce que c'était que la politique. Bon, évidemment, ça c'était il y a 20 ans. Depuis, mes raisons pour soutenir Alain Juppé ont évolué. Et je vais vous dire, ma raison principale aujourd'hui, en 2016, c'est qu'Alain Juppé est le seul candidat qui me redonne espoir en la France. C'est un candidat qui non seulement a un programme réaliste et concret, mais est également porteur d'une vision extrêmement positive et optimiste de la France, ce qui n'est pas monnaie courante aujourd'hui. Parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, la France est cassée. On est bien d'accord. Cassée par un quinquennat déplorable, dont le résultat est une augmentation significative du chômage qui touche particulièrement les jeunes, la France a besoin de mesures économiques réalistes et concrètes. Clivée par la radicalisation d'une partie de sa population, la montée des extrêmes politiques, l'intolérance, la violence et la haine, la France a besoin d'un président capable de rassembler et de faire preuve de sang-froid. Meurtri par des attaques tragiques sur son sol, parfois même commises par ses propres citoyens, la France a besoin d'un président qui puisse lui rendre la capacité d'exercer pleinement ses fonctions régaliennes et de redonner au peuple français confiance en un État en lequel il n'a plus foi. Cassé, clivé, meurtri, la France a besoin d'un président qui, droit dans ses bottes, aura le courage de la réformer avec mesure et sang-froid, sans jamais se laisser porter par les dérives démagogiques de l'extrême droite. Mais au-delà de ça, la France a besoin d'un candidat porteur d'un message positif, d'une vision heureuse et d'une vision enthousiaste de notre pays, et c'est pour ça que je fais campagne pour Alain Juppé aujourd'hui. Bon, évidemment, une campagne politique, c'est deux choses. Campagne politique, c'est un homme et c'est un programme. Je vais passer au programme plus tard, mais je vais d'abord vous parler de l'homme. Bon, Alain Juppé, on ne le présente plus, évidemment. Il a été ministre de nombreuses fois, ministre du budget en 1986, ministre des Affaires étrangères en 2011, Premier ministre en 1995, et est actuellement maire de Bordeaux. Très jolie ville, je vous la conseille.
Bref, autant vous dire que la France, il la connaît bien. Au-delà de cette expérience indéniable, Alain Juppé a réellement la capacité à réformer la France. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons très simples. La première, c'est que Alain Juppé ne se présente que pour un mandat. Et ainsi, il aura la liberté suffisante pour prendre les mesures nécessaires à réformer la France. La deuxième, c'est que c'est un homme réformateur. On l'a vu en 1995. Vous étiez peut-être trop jeune pour vous en rappeler, aussi, mais c'est un homme réformateur. À l'époque, il a pris les mesures nécessaires pour réformer la France. Il l'a fait avec courage et ne s'est pas laissé démonter. Mais le trait le plus important de sa personnalité sont très probablement ses valeurs et son optimisme. Fervent défenseur des valeurs de solidarité, de tolérance, de laïcité qui fondent le pacte républicain et sont faciles à perdre de vue dans le théâtre politique actuel, il croit en la France, il croit en nous, les jeunes, et a pour ambition de rassembler tous les Français. Je tiens à le rappeler, Alain Juppé croit en la jeunesse française. Il croit en nous. Il croit en notre foi dans la France. Il croit en notre capacité à apprendre, à travailler, à réussir. Et ceux d'entre vous peut-être qui faisaient partie du meeting avec les jeunes d'Alain Juppé la semaine dernière, où 1000 jeunes se sont réunis autour de lui, le savent très bien. Et je vais vous dire, tout au long de sa campagne, Alain Juppé a su écouter les jeunes. Il est allé à la rencontre des jeunes, il a su s'entourer de jeunes pour récolter le feedback de la population et savoir quels problèmes sont les plus chers à leurs yeux. Et c'est pourquoi son programme politique aujourd'hui s'articule autour de 3 thèmes forts qui ont pour but notamment de donner à la jeunesse française les moyens de réussir. Le premier, vous l'aurez bien compris, c'est l'éducation. Pour donner à la jeunesse les clés de trouver un emploi et de réussir et de s'intégrer, Alain Juppé souhaite moderniser l'éducation française et permettre à tous les citoyens d'acquérir une même base de connaissances. Le deuxième point, c'est l'État fort. L'État fort, c'est quoi? Ce n'est pas un État omnipotent, ce n'est pas un État omniscient, c'est un État qui a la capacité d'utiliser ses fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est quoi? C'est la justice, la sécurité, la défense, etc. Et le but de redonner à la France ses capacités d'être un État fort, c'est de se battre contre la radicalisation de la société, réunir la France, rassembler la France en un seul peuple, et rendre à la France son pouvoir sur son propre sol, ce qui est particulièrement important aujourd'hui. Et le troisième point de sa campagne, c'est l'emploi. Avec un chômage en très forte hausse, notamment chez les jeunes, qui est le principal vecteur d'inégalité aujourd'hui, Alain Juppé se donne pour but, un seul but, économiquement, retrouver le plein emploi. Bon, voilà, vous l'avez compris, éducation, État fort, emploi, voici les 3 piliers fondamentaux de la campagne d'Alain Juppé. Je pourrais vous faire un récapitulatif mesure par mesure de chacun de ces piliers, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps et parce que je suis pas sûre que ce soit très... Vous allez écouter. Bref. En revanche, ce que je vais vous expliquer et ce que je souhaite vous expliquer ce soir avec mes propres mots, c'est quelles mesures dans chacun de ces piliers me touchent particulièrement et font qu'aujourd'hui je crois en Alain Juppé et je crois que c'est lui qui devrait être le président de la France en 2017. Prenons l'éducation, commençons par le commencement. Le but d'Alain Juppé, c'est de moderniser l'éducation, de moderniser le système éducatif français. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est dès le plus jeune âge que les inégalités se forment. Ce n'est pas à 30, 40 ou 50 ans qu'on va résoudre les inégalités, mais plus probablement à 5 ou 10. Et donc résoudre ces inégalités, ça passe par quoi? Ça passe par donner aux élèves, aux enfants, aux collégiens, aux élèves du primaire, un socle fondamental de connaissances en mathématiques, en français, en histoire, mais également un socle de valeurs républicaines afin de rassembler la population en un seul peuple, les citoyens français, quelle que soit leur religion, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Le deuxième point, l'État fort. Qu'est-ce qui me plaît particulièrement dans ces mesures sur l'État fort? Donc, je vous l'ai dit, l'État fort, c'est tout d'abord rendre à la France ses capacités régaliennes. Donc ça passe par
un peu durcir la justice, donner plus d'argent à la défense, donner plus d'argent à la police, etc., etc. Vous allez me dire, c'est des réformes de droite qui sont relativement similaires chez tout le monde. Mais la grande différence d'Alain Juppé sur l'État fort, c'est que c'est la façon dont il va les réaliser. Et c'est que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de ces réformes particulièrement pour nous battre contre la radicalisation. Et là où certains candidats vont chercher à opposer, certains candidats vont chercher à frapper, Alain Juppé va chercher à prévenir, c'est-à-dire réduire la radicalisation en intégrant pleinement la religion musulmane dans la société française, parce qu'il considère que la religion musulmane a toute sa place dans la société française, à condition qu'elle respecte les lois et les valeurs républicaines. Donc, les mesures phares de cette lutte contre la radicalisation, ça passe par deux choses. Ça passe par l'implémentation d'un code de laïcité, c'est-à-dire un ensemble de règles d'ordre public à respecter, et de créer un délit d'entrave à la laïcité. Et la deuxième chose, c'est l'implémentation d'une charte de la laïcité. C'est-à-dire que Alain Juppé va aller parler aux musulmans de France et va chercher à trouver un terrain d'entente commun afin de pouvoir vivre ensemble, musulmans, français, dans la République, dans les valeurs de la République. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon point préféré dans cette campagne, c'est l'emploi. J'aime beaucoup l'économie. Et le but d'Alain Juppé, économiquement, Alain Juppé a un seul but. Revenir au plein emploi. Actuellement, nous sommes à peu près 10% de chômage, contre 5% de chômage ici. Je tiens à le rappeler, le plein emploi, c'est pas 0% de chômage, c'est environ 5% de chômage. Donc, on le sait, le plein emploi est possible. Il y a des pays où nous sommes en plein emploi. Par exemple, au Royaume-Uni, on y est ou on n'est pas loin. Et la raison pour laquelle les réformes économiques d'Alain Juppé me tiennent particulièrement à cœur, c'est parce que voilà, je suis française, j'aime mon pays, mais j'habite ici, parce que je préfère les lois du travail ici. On a des lois du travail beaucoup plus flexibles. Par exemple, sur mon contrat, il y a écrit que je dois travailler minimum 40 heures par semaine, et je peux être virée n'importe quand pendant un an. Mais c'est pas grave parce qu'on est dans un système... C'est pas grave parce qu'on est dans un système du travail flexible, c'est-à-dire que si je suis virée maintenant, je sais très bien que j'aurai la capacité à trouver un emploi demain très facilement parce qu'il est facile pour un employeur de virer quelqu'un. Donc Alain Juppé et ses mesures phares pour réformer le marché du travail, c'est baisser les charges sociales pour les employeurs, l'assouplissement des modalités de licenciement, vous l'aurez compris, et le passage progressif des 35 aux 39 heures. Enfin bref, je vais conclure. Donc je vais juste conclure avec un message. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, mobilisez-vous. Allez voter, allez vous inscrire à la primaire, allez voter à la primaire. Faites le choix d'une droite ouverte et courageuse. Faites le choix d'un candidat qui rassemble là où d'autres divisent, qui propose des solutions réalistes et efficaces là où d'autres promettent l'impossible, et qui fait preuve de sang-froid là où d'autres s'enflamment. Allez voter à la primaire, votez Juppé. Merci beaucoup Noémie. On va finir donc avec Lucas pour Bruno Le Maire, puis après on passera aux questions-réponses avec vous et entre les candidats. Priorité au direct. C'est une blague, t'inquiète pas. Vas-y. Déjà, tout d'abord, laissez-moi vous raconter en fait pourquoi j'ai choisi de voter pour Bruno Le Maire aux primaires, pourquoi je veux que cet homme, et il le sera, soit président, et pourquoi je sais que cet homme va redonner une belle image à notre pays. J'étais sur mes rollers, descendant Kingsway, allant vers une réunion fionniste, excusez-moi, révélateur, juppéiste, qui... voilà, j'allais vers cette réunion, je voulais avoir plus d'informations pour les primaires, et j'arrive à cette réunion et je trouve les argumentaires présentés d'un plat effroyable. Et si je puis me le permettre, je rencontrais à cet instant mon ami Alexandre qui me parla de ce candidat
que je connaissais déjà, à l'époque, Bruno Le Maire. Et il me présentait un programme tout simplement révolutionnaire. C'était un renouveau politique qui, pour moi, jeune et enthousiaste et fougueux, me plaît tout particulièrement. Donc, voilà. Donc je m'appelle Lucas Janssen, je suis étudiant en War Studies, études de guerre et philosophie en deuxième année ici. Et donc je vais vous présenter le personnage, ses idées principales et ce qui fait de lui le candidat principal de la primaire. Tout d'abord, pour moi, ce qui est assez essentiel avec Bruno Le Maire, c'est qu'il a une nouvelle manière de faire de la politique. C'est quelqu'un qui est honnête, qui n'a pas de casserole judiciaire, comme M. Fillon, et je vous rejoins sur cela, qui est juste, qui respecte ses valeurs et ses idées. Il a voté contre le cumul des mandats, a démissionné de la fonction publique en 2012. Sa méthode, c'est le renouveau. Il a publié il y a quelques semaines un programme de 1000 pages, chiffré, détaillé, avec des objectifs précis. Ce programme, il veut l'appliquer dès son élection en mai 2017. Pour cela, il va nommer une commission pour appliquer ce contrat, qui contrôlera les objectifs réalisables du programme présidentiel. Excusez-moi. Pour cela, il veut aussi simplement, comment dire, simplifier aussi la vie des Français en diminuant le nombre de députés, en passant de 577 députés à 400 députés. Pour moi, c'est un chiffre majeur, parce en effet, aujourd'hui, nous avons cette multitude de députés qui finalement, dans leur finalité, même s'ils sont locaux, ne nous représentent plus vraiment. Pour moi, la préoccupation aussi majeure des Français, c'est l'emploi, bien sûr, comme vous en avez déjà parlé. Il faut simplifier le code du travail, il faut flexibiliser le marché, donner plus de liberté aux entreprises en baissant les charges patronales, sans pour autant attaquer les droits des salariés. Il faut aider les salariés à trouver un nouvel emploi facilement, aider à la reconversion, particulièrement dans cette nouvelle révolution industrielle et digitale. Il faut privatiser aussi Pôle emploi, car celui-ci, cet organisme ne nous donne plus de résultats vraiment depuis quelques années. Au niveau de l'apprentissage, il faut prolonger l'apprentissage, donner des formations diversifiées à partir du collège et du lycée, pour avoir des jeunes mieux formés à quelque chose de concret et à la vie active. Puis, l'emploi, finalement, ça ne marche pas vraiment sans la question d'éducation. Sans éducation, nous n'arrivons à rien. Il faut revaloriser les filières technologiques et professionnelles pour changer les mentalités. Bruno Le Maire a l'idée d'orienter dès le collège, à partir d'une culture minimum acquise, lui propose de passer de 10 à 15 heures hebdomadaires de français appris à l'école, pour aller vers des études déjà pré-spécialisées. Il n'y a pas de sous-études en France. Je sais qu'on le pense, mais il faut que l'on sorte de cette mentalité. Moi-même, je suis franco-allemand, et je vous dis qu'en tant qu'Allemand, quand je vois l'apprentissage, la valeur de l'apprentissage en Allemagne comparée à celui en France, ça me bouleverse, parce que je trouve que c'est quelque chose qui, finalement, est essentiel à l'économie de ce pays. Finalement, au niveau universitaire, cela permettra aussi aux universités de choisir les étudiants qu'ils veulent, car ceux-ci auront déjà choisi, d'une certaine manière, leur cursus depuis le collège. Il faut aussi regrouper les universités pour faire comme le cursus de Saclay et, d'une certaine manière, leur redonner un statut à l'international. Il faut aussi supprimer le CNRS, qui nous enlève nos valeurs au niveau des publications, qui sont avalées, qui ne sont plus reconnues. Nous sommes tous ici aussi pour une raison, finalement. Pourquoi avons-nous quitté la France et n'avons-nous pas fait des études à Nanterre, par exemple, de droit, comme certains amis à moi? C'est qu'il n'y a plus de raison d'étudier en France. On se dit, je vais partir à King's, j'ai les mêmes notes, ou à UCL, ou à l'ESI, parce que j'ai une opportunité d'emploi après. Puis, l'université, c'est quelque chose d'universel. C'est, pour moi, l'apport d'une culture immense à chaque individu. Et cette culture est un facteur d'intégration énorme en France. La culture est la meilleure arme contre les obscurantistes. Quand nous nous sommes fait attaquer lors du Charlie Hebdo, lors des attentats du 13 novembre, c'est notre culture, c'est notre identité en tant que Français qui a été attaquée, notre état d'esprit.
Bruno Le Maire veut se battre contre cela pour revaloriser la culture. Il veut redonner une nouvelle enveloppe de 50 millions de plus au patrimoine. Par ailleurs, la France, c'est de quelque chose qui n'est pas juste dans les frontières de notre pays. Il y a une francophonie qui est là. Et Bruno Le Maire veut créer un sommet national des entreprises francophones qui pourront décider de l'impact de la France à l'international. La place de la France à l'international est aujourd'hui désastreuse. En tant qu'étudiant de World Studies, je pense que nous avons vu tous la remarque de Hollande aujourd'hui par M. Poutine, qui fut assez... je ne vous montrerai pas. Voilà. Il faut arrêter de suivre les Américains systématiquement, à oser s'aligner sur notre propre ligne. Nous pouvons convaincre nos alliés allemands et d'autres comme nous l'avons fait avant. En 2003, nous nous sommes opposés à la guerre en Irak, avec un discours emblématique à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a été prononcé par Dominique de Villepin. Ce discours a été écrit par Bruno Le Maire. Cet homme a une expérience solide en diplomatie, mais il sait aussi que l'expérience solide en diplomatie ne marche pas sans une puissance militaire majeure. C'est pour ça qu'il propose un nouveau budget de défense qui va à 2% du PIB sur 10 ans. Il propose aussi une coopération entre l'OTAN et l'Union européenne beaucoup plus profonde pour se battre contre les défis majeurs du XXIe siècle. Enfin, un président qui aurait de la consistance à l'international, qui parle 3 langues, l'anglais, le français, l'allemand, ça ne vous plairait pas? Pas un président qui parle un petit peu anglais, qui a besoin d'un traducteur, qui sait ce que c'est finalement l'international. Et puis Bruno Le Maire aussi connaît l'Europe, et je pense que nous l'avons tous en esprit ce soir. Il a été secrétaire d'État aux affaires européennes, mais il reconnaît aussi les défauts de l'Europe. Il veut renforcer le couple franco-allemand sans pour autant ne pas la remettre en question. Il veut refonder le projet européen par le peuple. Et puis, je finirai sur cette note. J'espère que le discours est agréable. Nous sommes jeunes. Je pense que vous avez parlé à beaucoup de gens, de jeunes autour de vous, si je peux utiliser cette expression, cet été. Et je pense que moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'était le fait que tout le monde dise « je suis désillusionné de la politique ». C'est les mêmes, de toute façon, que je vote à droite, à gauche, ça change pas rien. Et moi, je pense sincèrement que Bruno Le Maire est une vraie alternative, plus saine, plus honnête, un vrai renouveau dans lequel on se retrouvera avec cet homme qui donnera une nouvelle poussée pour la France. Merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup Lucas pour conclure cette première partie. Donc maintenant on va passer aux questions. Donc tout d'abord, Paul, Alice, Noémie et Lucas, est-ce que vous avez des questions entre vous que vous souhaiteriez poser à d'autres candidats? Moi je pense qu'aujourd'hui ils sont venus poser des questions, donc ce serait plus intéressant de les laisser faire. Très bien, d'accord. Moi j'ai juste une question pour le gars, c'était quoi ce qu'il a dit Hollande ce matin? En gros, il a fait une interview où il disait qu'il n'était pas très sûr, qu'il n'approuvait pas vraiment les actions de Poutine. Et du coup, Poutine a dit qu'il devrait se préparer plus pour l'entretien et qu'il annulait de cette manière son intervention en France. C'est Poutine. Poutine a annulé en fait sa visite à Paris. Ouais. Bon, est-ce que vous avez en fait des questions à vouloir poser? Ouais. Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai une question pour Alice. Vous avez parlé du courage de François Fillon. Il a été Premier ministre du jour 1 jusqu'à la fin du mandat Sarkozy. Il a dit beaucoup de mal de son expérience. Pourquoi n'est-il pas parti et en quoi rester et souffrir, si on veut, représente un courage? Je considère que c'est aussi un homme qui est extrêmement fidèle et qui est extrêmement loyal, et il le dit lui-même, il avait un contrat avec, en étant Premier ministre, il avait un contrat avec la France, donc il a respecté son contrat, et à la fin, il le dit lui-même, il a été libéré pour pouvoir se préparer pleinement à son projet. Merci. Moi, première chose, j'avais une question, enfin plutôt un exercice pour tous les quatre. Ce serait de donner, un exercice un peu d'humilité, d'autocritique, qui serait de donner un défaut que chacun des candidats peut défendre.
à ce moment-là, on va peut-être partir dans le sens inverse. Donc, je pense qu'on va Neutre. Je peux commencer hein, s'il faut. Quand tu veux, on fait dans le même ordre. Il faut trouver donc du coup un gros défaut. Il y a un défaut qui aujourd'hui peut être qualifié de défaut pour un homme politique, c'est une forme de franc-parler. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy dit les choses, que ça blesse ou que ça plaise, mais ce qui est important, c'est qu'il va dire les choses. C'est un fonceur, donc on peut être effrayé, certains, parce que c'est vrai que Juppé est un peu plus calme, un peu plus tempéré. Nicolas Sarkozy, lui, il va y aller à fond. Et c'est vrai que ça peut être vu comme un défaut. Je pense que par rapport à un défaut potentiel de François Fillon, ce serait peut-être le fait qu'il ait plus de mal à se dévoiler lui-même et qu'il préfère consacrer pleinement enfin vraiment séparer sa vie privée de sa vie politique en ne montrant pas vraiment qui il est lui. Mais c'est ce qu'on lui reproche assez souvent. Pour Alain Juppé, je pense que c'est évident, il est perçu comme froid. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est important. Moi, personnellement, je pense que ça n'a aucun impact sur sa capacité à être président. Je pense que c'est son principal défaut. Pour moi, apparemment, d'après beaucoup de personnes, moi je suis pas d'accord, pour moi il est parfait, c'est son manque de charisme. C'est Charot. Pour moi, il est assez. Pour moi, il a du charisme. C'est quelqu'un qui a énormément évolué depuis les 3 dernières années, mais voilà, pour moi, peut-être. Excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Oui. Oui, Laurent, le petit journal à Londres. On a parlé du président idéal, mais pour vous, qui est le Premier ministre idéal? C'est quoi le ticket gagnant? Et c'est pour tous les candidats? Oui. Très bien. On fait toujours dans le même ordre? Je sais pas qui vont la quitter, hein. C'est pour l'éviter, mais c'est comme ça. Oui, Vas-y. Alors moi, ça va être très très simple. J'ai pas pu en parler parce que je pouvais pas tout aborder dans mon speech. Le Premier ministre idéal, c'est François Baroin. L'image du gaullisme, le tandem qui peut révolutionner la France avec l'énergie de Nicolas Sarkozy et la modération vis-à-vis des responsabilités qu'a eu François Baroin dans le passé. Il est quand même à la tête de la Fédération des maires de France, donc c'est un appui local qui pourra énormément servir pour la politique globale de Nicolas Sarkozy. Un bon tandem à mes yeux, l'excellent maître. Alice? Alors moi je pense que Bruno Le Maire en fait est un excellent Premier ministre dans le sens où ils ont des programmes qui se ressemblent quand même pas mal et qui sont d'accord sur la plupart de leurs mesures et de leur façon de voir les choses, même si je considère que François Fillon va beaucoup plus loin en termes d'économie. Mais je pense qu'ils ont tous les deux, ils partagent en tout cas la même vision par rapport à la France et tous les deux des programmes qui sont quand même qui sont une alternative aux politiques traditionnelles qu'on qualifie généralement de celles des années 80, des années 80. Et donc je pense que le maire sera un ministre, même si Donc ça dépend. Vous voulez ma réponse ou la réponse d'Alain Juppé? Plutôt la vôtre. D'accord. Donc je vais juste, disclaimer, je donne la réponse d'Alain Juppé d'abord. La réponse d'Alain Juppé, c'est qu'il se concentre sur la primaire, gagner la primaire, et je pense qu'il verra tout ça plus tard. Pour moi, j'aime bien Édouard Philippe par exemple. Je trouve que c'est le porte-parole d'Alain Juppé, connaît très très bien son programme. Il est maire de la ville du Havre, député. Je pense qu'il a un bon programme, mais c'est mon avis personnel. Je vais vous retrouver sur ce point.
Je trouve que voilà, il faut se concentrer sur la primaire. Tout d'abord, je suis, pour le moment, il n'y a pas vraiment de nom qui m'est révélé, mais pour moi, et je vais renvoyer la balle à madame, Mignon ferait excellent tome pour ce poste. Et là, il a déjà été en plus. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Que chacun des candidats dise une différence majeure du programme de leur candidat avec les autres. Ce serait une idée du programme donc, qui serait vraiment différente de... Voilà. Ça va pas être facile. Il va s'habiller. Je pense que Nicolas Sarkozy met beaucoup plus l'appui sur le contrôle de l'immigration que les autres candidats. Il me semble. C'est là que je vais avoir une grosse différence. Nous, on veut vraiment garantir l'assimilation et pas se renfermer, mais vraiment contrôler ce qui se passe en France, alors que les différents autres candidats mènent une politique un peu moins forte à ce sujet-là. Désolé pour le manque de verve dans la réponse, mais j'ai pas lu tous les programmes en fait. Moi je pense que c'est au niveau des allègements des charges. François Fillon veut alléger de 40 milliards d'euros les charges des entreprises et il veut quasiment pas toucher à celles des ménages. Donc je pense que c'est à ce niveau-là où en fait il se concentre vraiment sur l'emploi et sur l'allègement et la simplification au niveau de l'entreprise. Et je pense que c'est celui qui va le plus loin à ce niveau-là par rapport aux autres candidats. Donc pour Alain Juppé, je pense que c'est deux choses. La première, c'est que on le connaît, il peut paraître un peu distant, il peut paraître un peu froid, mais c'est quelqu'un de très réaliste. Et donc, il ne fait pas de promesses impossibles. Peut-être que certaines de ses promesses peuvent sembler un petit peu ternes ou peu définies, mais c'est parce qu'il ne promet pas l'impossible. Il ne promet que des choses qu'il sait qu'il va réaliser. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y aura pas de surprise. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, il annonce la couleur avant l'élection, il dit ce qu'il va faire, il propose des mesures courageuses, il va les faire, et il va faire ce qu'il a dit. Je pense qu'il peut y avoir des mesures courageuses en changeant profondément les institutions. Je pense que c'est ça la différence majeure de Bruno Le Maire par rapport aux autres candidats, c'est qu'il veut apporter un changement radical, si je puis me le permettre. Il veut changer les institutions en baissant le nombre de députés, en supprimant l'ENA, en étant dans une logique de renouveau, parce qu'en effet, si on ne change pas les institutions, comment voulez-vous que les mentalités changent? Voilà, merci. D'autres questions? Alors moi j'ai une question de Tony. À un moment donné tu as parlé d'islam et tu as parlé de la discussion que Alain Juppé comptait avoir avec les musulmans de France. J'aimerais comprendre au nom de quoi, pourquoi discuter avec les musulmans de France, pourquoi tout simplement appliquer les règles à tout le monde sans différenciation pour l'intérêt général. Et en quoi c'est laïque, puisqu'il y a un pacte de laïcité, si j'ai bien compris, de parler avec une religion. Enfin, en tout cas, ses représentants, ou je ne sais pas avec qui d'ailleurs. Et voilà, c'est ma question. Donc la première question, c'était pourquoi parler avec les musulmans? Pourquoi parler avec les musulmans plutôt qu'à tous les autres Français qui sont des républicains comme tout le monde. Et bien la raison est simple, c'est parce que, on le constate aujourd'hui, il y a une radicalisation d'une certaine portion, une petite partie des musulmans en France, ce qui pose problème, et il y a une partie de la population qui a potentiellement un problème d'intégration. Et la raison pour laquelle il veut parler aux musulmans de France, c'est parce qu'il souhaite réintégrer cette partie de la population au sein de la République. Cette partie spécifique de la population. La deuxième question, c'était sur la laïcité. En quoi c'est laïque d'aller parler avec une religion plutôt qu'une autre? Je tiens à rappeler une chose, la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. La laïcité,
c'est la capacité à vivre sa religion de façon libre dans une société où voilà, une religion n'a pas plus d'importance qu'une autre. Mais c'est aussi la neutralité de l'État. C'est la neutralité de l'État, mais c'est faire en sorte qu'une religion n'ait pas plus d'importance qu'une autre et faire en sorte que tous les citoyens français soient capables de vivre leur religion pleinement dans les valeurs de la République. Encore une fois, on constate que une partie des musulmans de France, une partie, a du mal à faire marcher ensemble les valeurs de la République et les valeurs de leur propre religion. Et parler à cette religion au nom de la laïcité, c'est aller voir ses citoyens et dire, voilà, une partie de vos croyants ont du mal à s'intégrer dans la République, je vais les aider à s'intégrer et je vais les aider à faire partie pleinement et entièrement de la République, dans la laïcité. Moi, je vais vous poser une question à vous tous, qui ça l'intéressera sûrement parce que je pense qu'il n'y a pas que des sympathisants de droite qui sont là ce soir, mais aussi peut-être des sympathisants de gauche. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des sympathisants de gauche puissent peut-être venir voter à une primaire de la droite et du centre en signant un papier stipulant « Je m'engage à respecter les valeurs de la droite et du centre et à m'engager donc dans l'alternance de la France ». Qu'est-ce que vous pensez du fait que des personnes de gauche puissent venir voter à la primaire de droite? C'est une question pour vous tous. Dans l'ordre, ouais. Moi, comme tu le sais, Florian, j'ai beaucoup milité pour le vote de la primaire, parce qu'avant tout, je soutiendrai toujours notre fratrie politique, les Républicains. Cela dit, moi, je trouve que j'ai peur, aujourd'hui, que des socialistes viennent nous voler notre primaire. J'ai adhéré aux Républicains, j'adhère à ces valeurs depuis longtemps. Et aujourd'hui, on donne la possibilité de s'exprimer à des personnes qui font quand même partie de l'opposition. Donc c'est bien de l'ouvrir, ça donne de la légitimité aux candidats parce qu'il y aura beaucoup plus de voix. Par contre, le problème, c'est que les voix qui vont représenter ce candidat, en plus des 2500 adhérents qui sont au sein des Républicains, ils n'ont pas forcément adhéré avec nos valeurs. Alors, cliquer une case, c'est bien. J'aimerais surtout qu'à la fin, ce qui serait assez marrant comme exercice, on sorte un listing des noms potentiellement PS qui aujourd'hui adhèrent à nos valeurs. Et ça montrerait à quel point nos valeurs sont partagées par un plus grand nombre de personnes et qu'aujourd'hui, certaines personnes de l'opposition potentiellement devraient nous rejoindre. Voilà. J'ai peur qu'on nous vole cette primaire, j'ai peur qu'on vole cette primaire à Nicolas Sarkozy, parce que vous avez tous vu les sondages, mais je reste confiant. C'est un cap à franchir que de répondre à ces valeurs. Moi, je pense que j'ai pas vraiment de problème par rapport au fait que la primaire soit ouverte à tous, dans le sens où je pense que la proportion de votants de gauche qui viennent voter à la primaire, je pense qu'elle est quand même minime, dans le sens où on a 800 000 inscrits, je crois, à la primaire, et que je pense que déjà, si des membres de la droite ne se motivent pas pour s'inscrire et pour aller voter, je pense que la partie de gauche qui le fera ne sera pas vraiment représentative. En revanche, je pense que pour le coup, le fait qu'ils doivent signer la charte voilà, je pense qu'ils signent une charte qui montre qu'ils adhèrent à nos valeurs, et là, je pense que à partir du moment où on la signe, il faut quand même qu'on prenne conscience de ce qu'on fait et de ce à quoi on s'engage. Moi, je trouve ça très bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne souhaite pas stigmatiser une partie de la population pour avoir voté socialiste à l'élection précédente ou à d'autres élections avant, ou pour avoir leur carte socialiste. Pour moi, quelqu'un qui a voté socialiste à l'élection précédente, et donc qui n'a pas voté Sarkozy à l'élection précédente, a le droit de s'exprimer, a le droit de s'exprimer dans cette primaire et a le droit de donner sa voix. Et une personne qui a voté Hollande au tour dernier, pour moi, a le droit de vouloir l'alternance et admettre qu'il s'est trompé. La deuxième raison, c'est une raison pragmatique. Le but de la primaire, aujourd'hui, c'est pas d'élire le chef suprême de la droite. Le but de la primaire, c'est d'élire quelqu'un qui aura les meilleures chances de gagner l'élection présidentielle. Et plus cette primaire est ouverte, plus le candidat gagnant aura la légitimité suffisante pour gagner l'élection. Voilà.
Je pense que la primaire est un des plus grands exercices démocratiques avec les élections américaines de cette année dans le monde occidental, en tout cas. Et je pense que c'est le plus grand exercice démocratique parce que la personne qui va sortir de cette primaire va sûrement affronter Marine Le Pen au second tour. Pour moi, c'est donc crucial que les gens de gauche et les gens de droite votent pour la primaire parce que finalement, ça va sûrement être cette personne qui va gagner la présidence de 2017. Merci. Des questions? Je peux rajouter juste un point rapidement. Vous avez tous votre carte républicain ici, je suppose. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait justement d'adhérer à un parti depuis longtemps vous donne pas plus de légitimité à vous de voter à cette primaire? Non. Alice? Non. Noémie? D'accord. Non, je ne considère pas que j'ai une légitimité supérieure parce que je suis républicaine depuis longtemps que quelqu'un... Adhérent tout simplement, pas depuis longtemps, cette année, ça suffit. Je ne considère pas que j'ai une légitimité supérieure pour déterminer la personne qui se présente. Moi je pense qu'idéologiquement, quand on adhère aujourd'hui, depuis 10 ans, on est au même level. Tant que le débat est actif, il n'y a pas de supériorité. Pour moi, c'est pas la question. Oh, mais comme. Non, mais tu peux. La question, c'est pas une question de longueur d'adhésion et une personne qui a adhéré, une personne qui n'a pas adhéré. Tant que le débat est démocratique et là, c'est bon. Voilà. Je voulais juste répondre à monsieur Sarkozy. Moi, c'est une primaire qui est ouverte à tous. Moi, je ne suis pas sympathisant de droite de base, mais j'estime que lorsque j'ai lu la charte de la primaire tout neuf, j'estime que lorsqu'une primaire qui se dit ouverte à tous, c'est écrit noir sur blanc. J'espère que quelqu'un qui n'a pas. Je n'ai jamais adhéré aux Républicains, mais voilà, si le nombre de votes, si les plus grands, c'est en fonction du temps, parti des Républicains, c'est une primaire totalement démocratique. D'accord, et donc du coup, moi ce que je voulais savoir, selon votre vision des choses, vous qui cliquez sur ce fameux bouton comme quoi vous adhérez à la charte républicaine de votre parti, pourquoi aujourd'hui vous ne prenez pas votre carte chez nous et pourquoi vous ne militez pas avec nous? Parce que je ne me reconnais pas dans la... Premièrement, je ne me reconnais pas dans la tête du parti qui est M. Sarkozy, qui est le Il a démissionné, maintenant c'est Laurent Wauquiez. Ah, c'est Laurent Wauquiez. Il était auparavant. Il faut être précis. Apparemment, non, mais je ne me reconnais pas dans ces personnes-là et je ne me reconnais pas non plus dans tous les primaires de la droite. Moi, je me reconnais dans quelques-uns. D'accord. Et j'estime quand même que, en tant que Français, en tant que Français ayant une carte d'électeur, j'ai le droit de voter avec la droite. Justement, on était dans cette optique-là où vous trouviez que les Républicains c'était autre chose que des personnages. Alors, pourquoi un personnage aujourd'hui vous bloque à vous investir dans des valeurs qui pour vous sont essentielles? Parce que je pense que tous les candidats de la primaire sont différents, ont des valeurs différentes, ont différentes façons d'aborder les choses. Et tout simplement, c'est que M. Sarkozy nous sont donné des valeurs pour le défendre, tout simplement, ne sont pas les miennes pour l'instant. Après, moi j'admets qu'il y a beaucoup de qualités, c'est un très bon orateur, c'est un grand politicien. Mais voilà, c'est pas quelqu'un que je connais, je pense pas quelqu'un que je vois très bien. On revient sur le personnage, je on va en rester là. Est-ce que vous avez juste Alice, Noémie ou Lucas qui a rajouté très rapide? On peut pas poser de questions. Tu veux poser une question? Non, c'est parce qu'en fait Benjamin allait poser une question et donc en fait c'est... Tu voulais poser quoi? À qui? Je voulais poser à Paul sur le programme. On peut juste faire Benjamin qui tu l'avais dit avant. Vas-y. Ouais, en fait, je voudrais poser la même question sur la participation de gens qui ne font pas partie des Républicains, mais à savoir des partisans ou même encartés Front National. Et donc la question c'est est-ce que ça vous pose un problème ou qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que moi, vous connaissez mon opinion. Pour moi aujourd'hui, j'aurais cette volonté qu'on avait un leader moral qui est venu redresser un parti, alors que d'autres étaient partis, quelqu'un qui a doublé le nombre d'adhésions, qui a mis en place un vrai programme républicain qui a été signé en début d'été. Et je reste sur l'optique, pour moi, à mon sens, s'il y a une ouverte à tout le monde, que le Front National vienne, que le PS vienne, que tout le monde vienne, tout le monde est convié, qu'elle est ouverte. Mais à mon sens, j'aurais préféré que ce soit le candidat, la personne pour qui je suis. Enfin, je m'exprime mal. Une personne qui représenterait
Pour moi, à la base, tout simplement, c'est le président du parti qui va à la présidentielle. Pour moi. Excusez-moi d'avoir fini rapidement comme ça, mais c'est ce que je pense pour le vrai. Alors, moi j'ai une question. Non, mais juste sur Benjamin. Ah, pardon. D'abord, Non, moi je comprends. Moi, j'ai aucun problème tant que on leur a âme et conscience. Ils signent la charte républicaine en disant qu'ils adhèrent aux valeurs de la droite et du centre. Si en leur âme et conscience, ils sont capables de faire ça et d'être adhérents et fans, j'ai pas de problème avec ça. Après, s'ils vont le faire, je sais pas. Moi je pense que ça me pose aucun problème. L'électeur Front National a autant de valeurs et est un homme dans notre société autant qu'un électeur de gauche, de droite. C'est quelqu'un qui a son opinion. Et si vous l'exprimez dans ce débat démocratique, il faut qu'il le fasse. Donc Alice, tu as une question? Oui. Pendant ta présentation, tu as beaucoup mis l'accent sur la sécurité. Est-ce que Nicolas Sarkozy consacre plus de place à la sécurité qu'à la dimension économique? Aujourd'hui, il l'intègre vraiment comme une notion importante. Le programme, c'est tout un tas de choses, mais bon, le terme de sécurité, ça va pas être les premières choses votées. Donc certes, ça a une très grande place, parce que c'est aussi ce qui fait la force de son programme, mais il n'oublie pas de traiter les problèmes économiques. Okay. Je sais pas, je pense par exemple à ce qu'il veut mettre comparé à l'impôt sur le revenu dès le mois de juillet 2017. Ce n'est pas une affaire de sécurité, mais une affaire économique, qui elle intervient bien en premier vis-à-vis de la sécurité. Et donc, il me semble bien qu'il veut une baisse de l'impôt sur le revenu. Oui, c'est exactement ça. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, il cherche à relancer, donc il vise la consommation, donc c'est un peu une relance par la demande. Donc c'est ce qui se passe depuis 40 ans. En quoi est-ce que c'est innovant à ce moment-là? En quoi est-ce que ça peut changer la situation de la France, sachant que c'est des choses qu'on essaye depuis des années et qui ne marchent pas? Ça a toujours été essayé, mais ça n'a pas été fait en termes d'électrochoc. Ça fait pas mal d'économies. Il y a deux façons de relancer l'économie. On relance, on diminue les dépenses, lui il fait les deux. Et aujourd'hui, si, pourquoi ça ne marcherait pas? Je ne sais pas. Pourquoi ça marcherait? Je le sais, parce que ça redoperait justement la croissance, et les ménages auraient plus de pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus de dépenses, ça relance les économies françaises, et c'est beaucoup plus de recettes aussi pour l'État, parce que c'est des taxes supplémentaires qui sont prêtes. Je pense notamment aux impôts directs et indirects, et surtout les indirects comme la TVA et la TTT. Du coup, moi j'ai une question pour toi. Alors, toi, tu as parlé dans ton speech que ça fait 10 ans que François Fillon bosse sur son projet et que ça fait 5 ans qu'il essaye de le poser sur papier. Donc ça fait du coup 5 ans qu'il bosse pour son compte, 10 ans qu'il a commencé à bosser pour son compte. Donc il était où pour relancer le Parti républicain? C'est ce qui me prouve aujourd'hui à moi qu'il n'y va pas par ambition personnelle, mais bien par conviction politique. Déjà, ça fait pas 10 ans qu'il bosse sur son projet, mais ça fait 10 ans qu'il dit que la France est en faillite, qui d'ailleurs, il avait été pris par Nicolas Sarkozy à ce moment-là parce que c'était quelque chose qui fâchait. Et ensuite, ça fait 4-5 ans qu'il quadrille la France en long, en large, en travers pour écouter ce que les Français ont à dire, et que ça, c'est pas plus par ambition personnelle que par ambition par désir d'aider la France et de répondre aux demandes des Français, qui est de la liberté et qui est de laisser la possibilité d'être libre dans ce qu'ils font et de leur faire confiance. T'avais une question? J'avais juste un commentaire à faire sur la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'ouverture de la primaire avec des gens qui sont pas forcément emportés chez les Républicains. Et je pense que ça correspond en fait cette ouverture à la primaire aussi à l'ouverture des lignes partisanes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les lignes entre la gauche et la droite sont plus aussi rapides qu'avant. Il y a simplement une population qui est en train d'évoluer, avec des idées qui sont en train d'évoluer. Tu as beaucoup accentué ton discours au début sur cette nouvelle génération qui a vécu dans une période de révolution ponctuelle, de révolution de la communication, etc. Et c'est justement cette primaire, à mon sens, elle est ouverte à cette nouvelle génération qui est en train de se chercher, qui est en train de changer, en train de chercher ce qu'elle veut pour la France, ce que ça veut dire être de droite, ce que ça veut dire être de gauche. Et c'est pour ça qu'on a l'émergence d'une autre figure politique qui est très importante aujourd'hui, qui s'appelle Macron, que vous connaissez tous. Et on ne sait pas trop si elle est à droite ou elle est à gauche. Et c'est la représentation d'une jeunesse qui n'est pas partisane en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une primaire qui est ouverte. On va éviter d'essayer de parler d'un pseudo-candidat droito-gaucho. On va essayer de se concentrer sur notre primaire à nous. Je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante que M. Macron et que notre candidat fera beaucoup mieux que cette personne.
Marine, tu avais une question? Oui, très rapidement, on sait tous que c'est plus facile de critiquer ses adversaires, donc je serais très intéressée par savoir qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce qui vous trouvez pas mal chez un autre candidat qui est ici. Très bonne question. Paul? Un seul soit vous choisissez, ouais, je sais pas. Ou alors les trois. Oui, non, vas-y, les trois. Mais tu n'en fais pas des masses, tu vois. Tu dis un petit truc que tu trouves original ou bien. Avec le sourire. Ouais, voilà. Merci taper dessus. Pour un ajouté, on va dire que je suis obligé de le faire dans l'ordre, donc je peux y aller instinctivement. Ce que tu trouves instinctivement. Ça voudra rien dire. Ah, ok, ça marche. Alain Juppé, disons qu'il a un grand passé politique, où il a eu connaissance de l'appareil d'État. Inversement, pour René Le Maire, il est assez jeune et dynamique, ce qui peut être pas mal pour le pays. François Fillon. C'est un très bon général. Il a toujours su répondre présent derrière un président. Très bien. Alice? Alain Juppé, moi, je trouve qu'il a l'air sympa. Je trouve que c'est quelqu'un qui, effectivement, tu l'as dit, il parle beaucoup aux jeunes et je pense que l'engouement que les jeunes ont pour lui est assez caractéristique de ça, c'est que c'est quelqu'un qui est. Voilà, qui plaît, il a un charisme et sympa. Bruno Le Maire, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, extrêmement intelligent et qui a une très très bonne vision des choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui sera très prometteur, en tout cas si ce n'est pas pour 2017, pour la suite. Et Nicolas Sarkozy, je pense que c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lui. Il a un talent de orateur absolument très bon. Il arrive à convaincre n'importe qui. C'est juste ça que j'aime bien ça. David? Je vais commencer par BLM. Bon, BLM, il est jeune, c'est le nouveau. C'est intéressant. À la prochaine, peut-être. Fillon, il est libéral économiquement, j'aime bien ça. C'est là qu'on se retrouve. Et Sarkozy, talent d'orateur, on va dire. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire une autre qualité que celle qu'on a pu dire? Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas, parce qu'il y en a, ils n'en ont pas beaucoup. C'est. On va dire que c'est un bon chef. C'est un bon. Ouais, c'est ça, c'est un bon chef de finalement parti. De parti. C'est ça veut dire. Pour moi, Sarkozy, premier point. Quel orateur! Quand je l'ai vu l'année dernière, c'était génial, c'est un humoriste le mec. Il nous a lâché des punchlines. Pourtant, c'est pas lui qui a eu le prix de l'humour l'année dernière. Ah bon, on est Raphaël, c'était qui? C'est Bruno Le Maire pour sa phrase, l'intelligence et mon obstacle. Non, mon plus grand défaut, mon plus grand défaut. Je suis trop intelligent. Mon grand défaut, c'est mon intelligence. C'est lui, Le Maire. Ton candidat. Deuxième point, c'est aussi quelle baisse politique. Ça, respect. Niveau, c'est une. Franchement, au niveau manipulation, manipulation des ministères. On a dit qualité. Qualité, bah non, pour moi, c'est bon, ça me fait penser à Frank Underwood dans House of Cards. Pas qualité. Mais François Fillon, j'aime beaucoup ça. Évidemment, il a dit. Pour moi, c'est un peu Del Mozo. Et Alain Juppé, j'aime bien pour lui. J'aime bien. On va prendre le Merci. Il y a d'autres questions? Monsieur derrière. Non, derrière toi. Moi j'ai une question pour Nicolas Sarkozy. Je ne l'ai pas en direct ici, mais je vais répondre à sa place. Non, pour son programme, le service militaire obligatoire pour les décrocheurs, pourquoi est-ce que l'armée devrait réparer ce que l'école, là où l'école a failli? Pourquoi ne pas réparer l'école en premier lieu? Est-ce que l'armée a les capacités, parce que je crois les chiffres c'est 300 000 décrocheurs par an, d'inclure 150. Enfin même 150 000 personnes, alors qu'on a des histoires où, par exemple l'armée au Mali, les bottes de caoutchouc se déchirent, enfin on n'a pas d'argent pour des bottes.
pourquoi est-ce qu'on aurait de l'argent pour 150 000 personnes? Pourquoi ne pas régler l'école en premier lieu, comme les autres candidats Et pourquoi est-ce que l'armée n'est pas un élément d'excellence plutôt qu'un élément de rattrapage? Oui, c'est ça. Je vais répondre à la même question. Déjà, quand on est dans une salle de classe, on n'a pas un sergent en face de nous. Alors c'est important d'apprendre des tout petits. Aujourd'hui, on a du mal avec notre éducation nationale, ça va prendre du temps pour leur mettre en place. Et ce service militaire, c'est pas une façon justement de, comment dire, de passer la main, c'est juste un électrochoc temporaire, le temps de relancer la machine éducation et de refaire de l'école tout ce qu'on a besoin en fait, de reprendre toutes ces valeurs dès le plus jeune âge, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de pédagogie, on ne demande pas à un prof de crier sur un élève, il faut qu'on lui apprenne petit à petit, il faut qu'on y aille doucement, il faut surtout qu'on lui fasse rentrer les valeurs, mais ça prend, comme je dis, ça prend du temps. Aujourd'hui, envoyer directement au service militaire, le décrocheur, turbulent ou pas, il ne va pas avoir un an pour s'y mettre. Il va avoir quelques jours, il va avoir peut-être même quelques heures, il va peut-être même pas avoir de temps. En fait, je vois plus ça comme quand on a vraiment un électrochoc pour soutenir ce qu'on est en train d'engager sur l'éducation. Ouais.